Réussite d'une opération par angiographie au Mali, une première dans le pays. Commémoration du génocide rwandais 25 ans après le massacre, les familles des tueurs et des victimes se sont réconciliées. Puis nous irons au Togo où les utilisateurs du numérique sont sensibilisés sur leurs droits et devoirs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Un hôpital de Bamako vient de réussir une opération par angiographie. Une première au Mali. Cette opération consiste en réalité à une opacification de voies coronaires. Voici les précisions. C'est une première dans le domaine médical au Mali. Sans aucune chirurgie et sans anesthésie, l'hôpital américain Golden Life vient d'effectuer son premier traitement par angiographie. Un mode opératoire qui consiste à une opacification des voies coronaires. L'angiographie d'urgence, c'est l'opacification des voies artérielles au niveau coronarien. Les coronaires, c'est les voies qui irriguent le cœur. En fait, le problème, c'est que c'est ces voies qui sont bloquées. Les caillots de sang se déposent au niveau de ces voies-là qui les bloquent. Et le but de l'angio, surtout d'urgence, c'est d'aller dans ces voies-là, dilater pour permettre au sang de bien circuler dans l'ensemble du myocarde. La patiente explique que c'est pour une douleur à la poitrine qu'elle est venue se faire consulter. Après diagnostic du cardiologue, on lui a appris que son cas était très urgent. C'est ainsi qu'elle fut transportée pour suivre le traitement d'angiographie. L'opération s'est très vite et bien déroulée, dit-elle. Cette opération est réussie si le diagnostic est vite fait, précise le médecin. Ayant en possession tout le bilan post-opératoire, l'opération dure seulement 1 heure et le patient est rétabli au bout de 2 jours. En général, c'est un examen de 1 heure maximum, s'il n'y a pas de complications. Au bout de 2 jours, en général, le patient est établi, puisque c'est un examen d'urgence. Après, le patient est admis en réanimation pour voir comment elle va évoluer en post-op immédiat. En général, au bout de 2 jours, 3 jours maximum, le patient est debout. Même si le coût est bien élevé, cette opération d'angiographie réussie par l'hôpital marque un pas géant dans le secteur sanitaire au Mali. Le Golden Life Hospital est un établissement privé de soins de plus de 15 millions de dollars, soit un peu plus de 7,5 milliards de francs CFA d'investissement par les travaux de génie civil et l'équipement. Au Sénégal, l'insuffisance rénale prend de l'ampleur. Plus de 4000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Les centres publics de dialyse, qui sont au nombre de 23, ne suffisent pas. Dans les centres privés, le coût de la dialyse est hors de portée de tous. 65 000 francs CFA par séance, plus que le SMIC du pays. Conséquence, plusieurs patients meurent. Des voix s'élèvent donc pour appeler à l'aide aux personnes souffrant de la maladie. Pour le professeur Ning, il urge de trouver d'autres méthodes de prise en charge. On l'écoute. Il est clair que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, la dialyse ne sera pas la solution pérenne. Il faudra un véritable programme de prévention. Parce que si on prend l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, la prévalence de la maladie rénale chronique est autour de 5%. Ça fait 750 000 Sénégalais qui souffrent de la maladie rénale chronique. Et si on ne fait rien, dans les années à venir, chaque année, on compte au moins 2000 personnes qui vont finir de détruire le rein et qui vont avoir besoin de dialyse. Mais naturellement, dans un pays à revenus faibles, on ne pourra jamais pouvoir dialyser tous ces malades. Donc, il faudra faire de la prévention, mais aussi il faudra réfléchir sur d'autres solutions innovantes, dont aujourd'hui le mécénat. On sait que dans les autres pays, comme les pays du Maghreb, il y a des mécènes qui viennent ériger des centres de dialyse pour aider les malades à se soigner.
Au Rwanda, on commémore le 25e anniversaire du génocide. Ce reportage que vous allez suivre nous ramène dans le centre du pays. Dans une localité, 2 villages ont vécu en harmonie pendant des années autour d'une source d'eau avant que les tourments du génocide de 1994. Le point s'est alors transformé en frontière de sang entre bourreaux et victimes. Mais 25 ans après, les familles des tueurs et des victimes sont désormais réconciliées et la vie a repris comme autrefois autour de cette fontaine. Reportage. Durant des années, ce puits rassemblait les villageois de Ruseke et Djieta, un point de rencontre et de vie, jusqu'en 1994 et le génocide après l'assassinat du président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana. En 100 jours, 800 000 personnes sont assassinées, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le point s'est alors mu en frontière de sang entre bourreaux et victimes. Victimes comme Dafrosa qui a perdu son mari et son fils. Ça a été une grande surprise pour nous, parce qu'on avait l'habitude de se réunir et de boire ensemble. On s'entraidait, on s'invitait au mariage sans aucun problème. Après le massacre, une suspicion s'est installée durablement. Les 2 villages continuent à utiliser la source, mais à tour de rôle pour limiter les interactions. Jean-Claude est l'un des premiers à tenter une réconciliation. Lui-même n'a pas participé aux tueries, contrairement à ses frères aînés. C'est en 2005 que commencent les premiers rapprochements entre les 2 communes. Demander pardon n'a pas du tout été facile. La première fois que nous avons traversé pour demander pardon, nous étions environ une centaine de personnes. Dans nos rangs, les gens avaient peur. Les souvenirs douloureux rendent le pardon difficile pour certaines personnes. Josepha est la seule rescapée de sa famille. Personne n'est venu lui demander pardon. Aujourd'hui, elle accepte le processus de réconciliation de peur d'être mise à l'écart, mais n'est pas satisfaite pour autant. Reconnaître ces crimes uniquement devant les autorités sans revenir demander pardon aux victimes. Vous pensez que c'est suffisant? C'est loin d'être suffisant. Il manque beaucoup de choses, c'est superficiel. 25 ans après le génocide, la douleur est toujours vive, mais les jeunes générations, elles, veulent aller de l'avant. Ce sont les enfants des 2 villages qui, les premiers, se sont rassemblés au point d'eau. Aujourd'hui, l'entraide a repris le dessus. Les habitants de Djieta cultivent des champs pour ceux de Ruseke. Ce journal se poursuit. Les pays arabes réunis lors d'un sommet dimanche à Tunis n'ont pas atteint leur objectif d'unité, sauf sur le dossier concernant la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. L'émir du Qatar, au cœur d'un contentieux diplomatique avec l'Arabie saoudite, a prématurément quitté la rencontre de la Ligue arabe. Voici le point. Les dirigeants arabes réunis lors du 30e sommet arabe ont rejeté et dénoncé dans une déclaration finale la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, conquis à la Syrie en 1967, puis annexé en 1981. Lundi, le président américain Donald Trump a signé un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur ce territoire, une reconnaissance invalide et illégitime selon une déclaration séparée des dirigeants arabes consacrés à la question. Lors d'une conférence de presse à la fin du 10 sommet, le secrétaire général de la Ligue, Aboul Gheit, a indiqué que cette décision des États-Unis n'a absolument aucune valeur. Le sommet de Tunis a certes permis de rassembler le roi Salman d'Arabie Saoudite et l'émir du Qatar, mais ce dernier a prématurément quitté les travaux l'après-midi après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture sans aucun motif officiel. Le Qatar est au cœur d'un conflit diplomatique depuis juin 2017 qui l'oppose à plusieurs autres pays arabes, dont l'Arabie saoudite. Des manifestants ont par ailleurs fait entendre leur voix dans les rues de la capitale tunisienne contre plusieurs dirigeants présents et les politiques qu'ils mettent en œuvre. Parallèlement au discours des chefs d'État, quelques dizaines de militants de plusieurs pays arabes se sont réunis dans les locaux du syndicat national des journalistes tunisiens pour défendre droits et libertés, tandis qu'une centaine d'autres ont manifesté à Tunis contre le sommet. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé ce dimanche un nouveau gouvernement conduit par Noureddine Bedoui, désigné Premier ministre le 11 mars dernier. Cette nouvelle équipe est composée de 27 ministres, dont 8 de l'ancienne équipe. On note la présence de 5 femmes, dont 3 figuraient déjà dans l'ancien gouvernement. Un nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Noureddine Bedoui, nommé par le président Abdelaziz Bouteflika.
Dans cette liste composée de 27 ministres, dont 8 de l'ancienne équipe, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a récemment proposé la mise en œuvre de mécanismes constitutionnels pour écarter le président Bouteflika du pouvoir, reste vice-ministre de la Défense et reste en deuxième position dans l'ordre protocolaire, derrière le Premier ministre. Le portefeuille de la Défense est détenu par le président Bouteflika, constitutionnellement chef suprême des armées. Ramtan Lamamra, nommé vice-premier ministre aux côtés de Noureddine Bedoui et chef de la diplomatie le 11 mars, ne figure pas dans la liste. C'est Sabri Boukadoun, jusqu'ici ambassadeur d'Algérie à l'ONU, qui hérite des affaires étrangères. Il aura fallu environ 20 jours à Noureddine Bedoui pour constituer ce gouvernement, un probable record en Algérie. Il avait promis un gouvernement de technocrates, puisant dans les jeunes compétences de l'Algérie. La majorité des entrants étant des inconnus sur la scène politique algérienne, il est difficile d'apprécier le réel rajeunissement promis par le Premier ministre. En revanche, la promesse est tenue en ce qui concerne les technocrates. Ce nouveau gouvernement est censé apaiser la contestation qui dure depuis quelques semaines, mais dimanche au soir, une centaine de personnes ont encore manifesté dans le centre d'Alger après l'annonce de la liste. Puis l'appropriation et l'utilisation du numérique prévoient des droits et devoirs des consommateurs. Au Togo, très peu de citoyens sont informés sur le sujet et à cet effet, l'Association des consommateurs du Togo a saisi la célébration de la Journée internationale des consommateurs pour sensibiliser les citoyens togolais sur leurs droits et devoirs en matière d'utilisation du numérique. Plus de précisions avec le porte-parole de l'Association des consommateurs au Togo. Il intervient ici au micro de Ferdinand Gali. Force nous est de constater ou bien de dire ouvertement que souvent le consommateur a beaucoup d'obligations à observer pour sécuriser d'abord ses propres données dans la mesure où il ne doit pas, par exemple, laisser sa carte de paiement ou bien sa carte bancaire ou bien ses coordonnées, c'est-à-dire laisser son PIN à la portée, son code PIN à la portée de tout le monde qui peut l'exploiter. L'Association togolaise des consommateurs a eu à assister un consommateur qui s'est plaint contre une banque de la place qu'étant à Lomé, n'ayant jamais voyagé, sa carte a été exploitée pour l'achat en ligne en Europe. C'est des cas vraiment dommageables dans la mesure où de pareils litiges ne se règlent pas seulement en un seul jour. Il faut des procédures relatives à la sécurité et à la renommée de l'établissement prestataire de services. Le consommateur, je ne peux pas dire que le consommateur togolais est au courant. Si on veut prendre un pourcentage, le pourcentage est sincèrement réduit. Parce que je l'avais dit plus haut que le consommateur ne pense toujours qu'à des droits vis-à-vis des prestataires de services. Il n'a jamais imaginé qu'il a des devoirs, des obligations inhérentes à ces services. C'est dommageable et il faut de la part des prestataires de services et de la société aussi pour informer le consommateur sur les différentes mesures. Le message fort, c'est la responsabilité, la vigilance et la circonspection dans l'utilisation de ces différents services qui nous sont proposés. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.